Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télé Sud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. La police du Nigeria a annoncé renforcer la sécurité dans tout le pays, où les États-Unis ont ordonné à leur personnel diplomatique non essentiel de quitter Abuja, en cause un risque accru d'attaques terroristes selon Washington. En RDC, de violents combats ont opposé jeudi les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du M23 près de la route nationale 2, un axe stratégique reliant Goma. Conséquence, les habitants de la localité ont dû quitter les lieux. Et en fin d'édition, nous nous rendrons au Cameroun où un forum sur les réformes de la gestion des finances publiques vient de se tenir à Yaoundé. Objectif, renforcer les capacités des différents acteurs en matière de gestion des finances. La menace n'a pas été précisée, mais les États-Unis ont ordonné jeudi à leur personnel diplomatique non urgent et à leur famille de quitter la capitale nigériane Abuja, invoquant un risque accru d'attaques terroristes. Cette alerte à l'attentat concerne aussi Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud. La divulgation d'informations par les autorités américaines a provoqué la colère du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Mathieu Nicolas. Pretoria froissé par Washington. Jeudi, l'Afrique du Sud a dit regretter l'alerte sur un risque d'attentat à Johannesburg, diffusée la veille par l'ambassade des États-Unis à Pretoria. Une annonce jugée malencontreuse. Selon les autorités sud-africaines, cette alerte pourrait créer la panique au sein de la population. Les Sud-Africains devraient être informés par le gouvernement sud-africain. Nos agences qui s'efforcent de mieux assurer la sécurité de notre population sont en alerte et examinent de très près ce type de menaces. Elles continuent à le faire, donc toute forme d'alerte viendra du gouvernement de la République d'Afrique du Sud. Et il est malheureux qu'un autre gouvernement émet une menace telle que cela et sème la panique parmi nos concitoyens. L'ambassade des États-Unis en Afrique du Sud avait publié la veille un message prévenant que son gouvernement avait reçu des informations selon lesquelles des terroristes pourraient prévoir de mener un attentat ce week-end. Un attentat qui ciblerait les larges rassemblements dans le périmètre autour de Sandton, une banlieue riche au nord du centre de Johannesburg. Il est assez regrettable que le gouvernement américain ait émis ce type d'avertissement sans avoir eu de discussion approfondie avec nous. Mais après cela, nous avons été en mesure de les contacter et de comprendre précisément d'où venait cet avertissement ou cette information. L'alerte américaine ne concernait pas seulement l'Afrique du Sud. Le Nigeria, un autre géant du continent, a fait l'objet du même type d'avertissement. Les Américains ont poussé la dramatisation au point de demander jeudi à leur personnel non essentiel de quitter la capitale Abuja. Le département d'État a tout de même précisé qu'il ne s'agissait pas d'un ordre d'évacuation. Plusieurs ambassades de pays occidentaux ont conseillé à leurs citoyens de limiter leurs déplacements au Nigeria en raison de cette menace accrue, sans livrer de détails. Et la police du Nigeria a annoncé renforcer la sécurité dans tout le pays où les États-Unis ont ordonné à leur personnel diplomatique non essentiel de quitter Abuja en raison d'un risque accru d'attaques terroristes dans la capitale. Et sur le terrain sécuritaire au Burkina Faso, le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a revendiqué dans un communiqué la libération d'une 60aine de prisonniers lors de l'attaque commise lundi contre une base militaire de Djibo, dans le nord du pays. Le groupe affilié à Al-Qaïda affirme avoir tué 10 soldats et libéré 67 prisonniers. Selon ce même communiqué, plus de 400 armes légères ont également été emportées par les djihadistes. Depuis 3 mois, la ville est soumise à un blocus des djihadistes qui ont coupé les principaux axes. En République démocratique du Congo, les combats entre rebelles du M23 et forces armées se sont de nouveau intensifiés jeudi à proximité de la route nationale 2, un axe stratégique de cette partie du pays, ce qui a provoqué de nouveaux déplacements de population. Émeric Torognan. Baluchons au dos ou encore sur la tête, ils sont des milliers, hommes, femmes et enfants, à fuir leur localité depuis la reprise des combats entre l'armée et les rebelles du M23 dans l'est de la RDC.
C'était aux heures du matin que nous avons entendu des coups de feu vers les collines. Après, nous avons fui lorsque la situation s'est aggravée. Ces femmes, par exemple, ont dû quitter la ville de Rutshuru en catastrophe. Là-bas, les combats font rage. Elles se dirigent désormais vers le territoire de Nyiragongo, près de Goma, pour y trouver refuge. Mais dans cette école primaire, transformée en camp de déplacés pour la circonstance, la situation devient de plus en plus compliquée. Les réfugiés affluent par milliers et s'ajoutent à ceux qui s'y trouvaient depuis le mois de juin. Depuis la reprise des combats jeudi dernier, on estime qu'à peu près près de 40 000 personnes sont déjà déplacées. Ça, c'est seulement pour la zone de Rutshuru. Ici, nous sommes à l'école primaire Mboga, non loin de Goma. Et au moment où je vous parle encore, il y a des personnes qui arrivent, des familles qui arrivent à moto avec leurs enfants, avec leur bétail, des chèvres et tout ça. C'est une situation qui est humainement très, très difficile à voir. Anita, blessée au genou par balle, vient de débarquer dans le camp de déplacés avec ses 6 enfants. Je viens de fuir les guerres à Niessisi. Nous avons entendu beaucoup de coups de feu car nous avons vu des M23 qui sont venus nous attaquer. Voilà pourquoi nous venons ici à Kanyaruchinya. Les M23 ont tiré beaucoup de balles dans notre village. Voilà pourquoi nous avons été obligés de fuir pour nous sauver la vie. Les affrontements s'intensifient à Rutshuru dans l'est de la RDC entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. La RDC continue d'accuser Kigali de soutenir ce groupe rebelle, ce que le Rwanda conteste avec insistance. Pendant ce temps, malgré la situation difficile dans les camps de Nyiragongo, devenus trop exigus, le nombre de déplacés augmente au jour le jour. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, élection présidentielle, autant de sujets balayés par l'opposant politique congolais Martin Fayulu. Dans un entretien accordé à nos confrères de France Média Monde, il a confirmé sa candidature à la présidentielle de 2023. Plus de détails avec Mathieu Nicolas. Interrogé par les médias français, Martin Fayulu ne dit pas non à un report de la présidentielle en République démocratique du Congo. L'opposant congolais pose tout de même 2 conditions pour que la présidentielle soit organisée en 2024. La première, que l'actuel président Félix Tshisekedi quitte le pouvoir dans les délais constitutionnels. Vous savez, il y a un mot qui affectionne les Congolais, c'est les glissements. Quand nous disons pas de glissement, qu'est-ce que ça veut dire? M. Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier 2019. Cela veut dire que le 23 janvier 2024, il doit partir. La deuxième condition que pose le candidat malheureux à la dernière présidentielle, c'est que le président de transition qui sera nommé organise les élections présidentielles et législatives dans un délai maximum de 4 mois. Mais maintenant, si les experts nous disent 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais pas au-delà de 4 mois, parce qu'on suit la Constitution, nous pouvons retarder les élections pendant ce délai qui est prévu dans la Constitution. Parce que la Constitution, dans son article 75, il dit en cas d'empêchement pour le poste de président de la République, il est tenu de remplacer ce président par le président le président du Sénat. Il a 3 mois pour organiser les élections. Si dans 3 mois il n'arrive pas, on lui donne encore 1 mois, donc 4 mois. Selon Martin Fayulu, les élections présidentielles dans son pays suscitent de nombreuses interrogations, en raison notamment des retards accumulés dans l'organisation. L'opposant s'appuie sur des études qui montrent qu'à un peu plus d'1 an des prochaines élections, une mauvaise organisation du scrutin engagerait le pays dans une période de violentes protestations des civils. Le pays, estiment les chercheurs, se retrouve de nouveau entre le risque d'organiser des élections bâclées aux éventuels résultats contestés et celui des éternels arrangements politiques pour le partage des responsabilités politiques. Au Tchad, une semaine après les manifestations meurtrières qui ont coûté la vie à une 50aine de personnes selon le gouvernement, les familles sont toujours à la recherche de leurs proches. La société civile, elle, dénonce des arrestations arbitraires. Plus d'explications avec Émeric Torrouignan.
Une semaine après la répression sanglante des manifestations anti-pouvoir au Tchad, dans de nombreuses familles, plusieurs personnes manquent à l'appel. Pour la plupart des jeunes, ils auraient été arrêtés et transférés dans des prisons sans être présentés au préalable à un juge, selon les associations de défense des droits de l'homme qui interviennent dans le pays. Ces jeunes seraient des partisans du parti politique d'opposition Les Transformateurs ou encore militants de l'organisation Akitama, tous deux initiateurs des marches de protestation du 20 octobre. Ce n'est pas moins de 1500 en tout cas. C'est le porte-à-porte, on saute les murs, on va dans les maisons, que ce soit tard la nuit, on enlève des personnes et ces personnes-là disparaissent. C'est quand même une situation assez grave. C'est des jeunes, généralement, leur tort, c'est d'appartenir à un parti politique qui s'appelle les Transformateurs, ou bien vous êtes de Wakitama, ça suffit pour qu'on vous prenne. Les plaintes de disparition se multiplient, des parents parlent même d'enlèvement à domicile et appellent les organisations de la société civile à les aider à retrouver leurs proches. Le vendredi à 6h du matin, les gens sont rentrés chez moi, ils ont cassé la porte et ramassé 3 de mes enfants. Alors depuis vendredi, je n'ai pas vu la trace de mes enfants. Si quelqu'un arrive à trouver même le corps, peut quand même m'informer. Mon enfant là, il faisait gardiennage dans un bar et chaque matin il rentre. Très tôt, les militaires sont partis les ramasser, ils l'ont emporté, nulle corps comme ça. Depuis le 20 à 6 heures qu'ils l'ont pris à domicile là, je n'ai pas de sa trace. Du côté du pouvoir, on reconnaît qu'il y a des arrestations et l'envoi des prisonniers hors de la capitale. Des transferts qui se justifient par l'encombrement des prisons de N'Djamena et la grève des magistrats selon le gouvernement. Mais les organisations de la société civile dans le pays dénoncent des déportations et arrestations arbitraires. Santé à présent. En Ouganda, une nouvelle unité de traitement d'Ebola a été inaugurée dans la ville de Mubende, épicentre de l'épidémie. Si la capacité d'accueil est de 60 patients, d'autres centres seront opérationnels dans les prochaines semaines, comme à Kampala, où 14 cas ont déjà été recensés. Valentine Exantus. Derrière ce ruban symbolique, une nouvelle unité de traitement d'Ebola voit le jour. Inaugurée par la ministre ougandaise de la Santé, cette unité est la 3e ouverte par le gouvernement pour tenter d'endiguer l'épidémie d'Ebola qui touche le pays. C'est à Mubende, dans l'épicentre de l'épidémie, que les autorités sanitaires ont décidé d'ériger ce centre. La ministre de la Santé vient d'ouvrir une nouvelle unité de traitement d'Ebola, ce qui fait qu'il y a actuellement 3 unités de traitement à Mubende. Nous en avons une au centre de santé de Madoudou, où le cas index a été enregistré. Nous en avons maintenant une ici, à l'hôpital régional de référence de Mubende, une importante unité de traitement d'Ebola. Au total, depuis le 20 décembre, l'Organisation mondiale de la santé a confirmé 80 cas d'Ebola et 44 décès en Ouganda. Les 2 premières unités ouvertes commencent à être saturées. La nouvelle qui vient d'être inaugurée a la capacité d'accueillir 60 personnes. Elle permettra de soulager les centres complets et sous tension. La situation dans l'autre unité de traitement d'Ebola, c'est qu'elle est pleine à craquer. Principalement avec des cas venant de Kansanga, nous devons donc évacuer les unités de santé mentale pour accueillir certains des patients. Mais lundi, une fois cet espace créé, certains des patients pourront être transférés ici. Pour l'heure, certaines parties du nouveau service de traitement d'Ebola sont encore inachevées. Le service sera officiellement ouvert aux patients le lundi 31 octobre. Le gouvernement ougandais a prévu d'intensifier les espaces de santé dédiés à la lutte contre Ebola. Une nouvelle unité, la 4e, devrait voir le jour à l'hôpital national de référence de Mulago. En Tanzanie, la sécheresse pèse sur certains habitants. Pendant 24 heures, la population de la capitale économique Dar el-Selem sera privée d'eau courante en alternance. En cause, une baisse des niveaux de l'eau provoquée par l'assèchement de sa principale source, la rivière Ruvu. Annonce faite par l'autorité sanitaire et de l'eau de Dar el-Selem. Et comme ses voisins d'Afrique de l'Est, la Tanzanie ne connaît que peu de précipitations. Les météorologues avertissant que la période de sécheresse prolongée va encore durer.
En Tanzanie toujours, la sécheresse a provoqué dans certaines régions des feux de forêt, et notamment au Kilimandjaro. Des foyers se sont ravivés sur le plus haut sommet d'Afrique, où des pompiers ou des équipes de pompiers s'employaient toujours pour éteindre un incendie débuté ce vendredi. Valentine Exantius. Les flammes continuent de consumer buissons et arbustes, tout en dégageant une épaisse fumée grise. Alors que les autorités pensaient que l'incendie qui a débuté vendredi soir dans la forêt du mont Kilimandjaro était sous contrôle, 3 foyers se sont ravivés et continuent de se propager progressivement vers d'autres zones. Une équipe de plus de 400 personnes, dont des étudiants, des bénévoles et des pompiers tanzaniens, sont mobilisés pour maîtriser ce feu. Nos équipes continuent de lutter contre l'incendie. Jusqu'à présent, nous avons réussi à éteindre le 2e feu sur les 3. Maintenant, toute l'équipe va commencer à se concentrer sur la lutte contre le 3e feu, qui est le dernier. Nous prions pour que le temps continue d'être clément, pour que nous puissions réussir. Les autorités ont annoncé que l'incendie qui touche le plus haut sommet d'Afrique n'a pour l'instant fait aucun blessé. L'origine de l'incendie reste encore inconnue. Les activités humaines pourraient avoir été à l'origine des feux, puisque le Kilimandjaro attire plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque année pour sa riche faune et flore. Pour ceux qui luttent contre le feu, il faut aller vite. L'incendie a déjà gagné des zones difficiles d'accès. La nature de l'environnement où se trouve le 3e incendie n'est pas accueillante. Il est parfois difficile pour notre équipe d'accéder à ces endroits en raison des pentes abruptes. Nous avons donc besoin de compétences techniques élevées pour lutter contre l'incendie. Il est donc difficile pour nous de dire exactement dans combien de temps nous serons en mesure d'éteindre complètement l'incendie. Le Kilimandjaro et la zone qui l'entoure sont classés comme parc national, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'une superficie totale de plus de 750 km², le parc abrite un écosystème remarquable, avec une flore riche et une faune composée d'éléphants, de buffles et d'antilopes. Pour l'heure, les autorités n'ont pas communiqué sur l'ampleur des destructions causées par le feu. À peine laisse-t-elle entendre que l'incendie n'avait pas perturbé les activités touristiques sur la montagne. Direction le Cameroun, où un forum sur les réformes de la gestion des finances publiques vient de se tenir à Yaoundé, placé sous le thème « Bien-être des citoyens dans un contexte de crise multidimensionnelle ». Objectif, renforcer les capacités des différents acteurs en matière de gestion des finances. Compte rendu, Gaël Jacam, Pierre Parfendongo et Singhi Joy. Le ministère des Finances et la société civile parlent désormais d'une même voix autour du forum sur la réforme de la gestion des finances publiques. Une toute première édition qui se tient dans un contexte où les finances publiques sont mises à rude épreuve au Cameroun, causée par la crise sanitaire qui a paralysé le monde entier, les tensions sécuritaires enregistrées dans les régions anglophones et le conflit russo-ukrainien ayant entraîné une flambée de prix sans précédent et par conséquent un ralentissement des activités économiques à l'échelle internationale. Les finances publiques sont au cœur de la gestion de la République parce que s'il n'y a pas les ressources pour financer le développement, le bien-être des populations, il n'y aura pas le développement. Une situation critique face à laquelle l'urgence de maintenir le Cameroun sur les sentiers de la croissance et du développement en cohérence avec les objectifs de la SND 30 s'impose. Pour ce faire, les acteurs des finances recommandent alors une forte mobilisation des ressources afin de remédier à cette adversité. Le dialogue que la société civile a avec nous depuis, c'est-à-dire joue son rôle de veille. Il participe aux différentes négociations budgétaires, il fait des analyses sur la loi de finances, il fait les analyses sur la passation des marchés. Cela simplement pour éveiller le gouvernement sur ses manquements en matière de gestion des finances publiques. Occasion donnée aux acteurs de la société civile de renforcer leurs capacités afin d'optimiser leurs interventions en matière de gestion des finances. On a parlé de l'endettement. Est-ce que la société civile prend compte de l'endettement? Est-ce que les projets, les grands projets tels que l'OMPANGA sont en réalité destinés à l'efficacité du développement? Donc voilà en gros les attentes de la société civile lors d'un forum comme celui-ci. On ne dit pas que le gouvernement ne fait pas, mais on dit que le gouvernement sera davantage outillé s'il prend en compte les demandes essentielles de la société civile. Le débat citoyen sur les finances publiques se présente dès lors comme un indicateur d'un système de gestion des finances publiques moderne.
Les organisations de la société civile sont un acteur parmi d'autres qui doivent permettre d'équilibrer les échanges en matière de gestion des finances publiques. C'est pour dire que les finances publiques, ce n'est pas pour les gouvernants. Les finances publiques, c'est pour les populations. Et les gouvernants jouent leur rôle et la société civile doit également jouer son rôle. La tenue de ce tout premier forum marque ainsi un nouveau pas dans le vaste chantier de la participation citoyenne à la gestion de la cité et vise à jeter les bases d'un dialogue structuré entre les organisations de la société civile et le gouvernement représenté par le ministère des Finances. Le Conseil de sécurité qui proroge d'une année le MINURSO, l'investiture du millionnaire Sam Matekane au Lesotho et des morts après des inondations aux Philippines, c'est le reste de l'actualité réalisée par Noël Ndong et Lorraine Mabou. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté jeudi pour prolonger jusqu'au 31 octobre 2023 le mandat de la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. L'Algérie, le Maroc, le Front Polisario et la Mauritanie ont été appelés à collaborer avec l'envoyé spécial Staffan de Mistura pendant toute la durée du processus. Rédigé par les États-Unis, le texte souligne qu'il convient de parvenir à une solution politique réaliste qui repose sur le compromis. 13 voix ont voté pour et 2 se sont abstenues. La Russie et le Kenya. Le nouveau premier ministre du Lesotho, le magnat du diamant, novice en politique, Sam Matekane, qui a créé la surprise aux législatives au début du mois, a été investi vendredi dans la capitale du petit royaume d'Afrique australe. L'homme d'affaires de 64 ans a affirmé vouloir réduire les dépenses du gouvernement et promis de publier un audit sur son train de vie d'ici 1 mois. Il a lancé un appel aux hommes d'affaires de son pays afin qu'ils contribuent à sauver l'économie. Au moins 42 personnes sont mortes dans des glissements de terrain et des inondations causées par de fortes pluies dans le sud des Philippines. Les fortes pluies ont commencé tard jeudi dans la ville de Cotabato. 300 000 habitants déracinant des arbres, provoquant d'importantes inondations et prenant de court plusieurs habitants par la rapide montée des eaux. Les secouristes ont retrouvé des corps dans divers endroits de la ville. L'intensité des précipitations est en partie due à la tempête tropicale Nalga qui approche du pays. Les Philippines se préparent aussi à l'arrivée d'une tempête tropicale censée toucher terre d'ici dimanche. 1 mois après la mort de Mahsa Amini, la mobilisation ne faiblit pas en Iran. Dans la nuit de jeudi à vendredi, de nouvelles manifestations ont eu lieu. Pour rappel, Mahsa Amini avait été interpellé par la police des mœurs pour avoir laissé dépasser des mèches de cheveux. Les circonstances de sa mort n'ont toujours pas été élucidées, mais un large mouvement de révolte est né, réprimé violemment par le régime. Selon l'ONG Iran Human Rights Watch, 250 personnes auraient été tuées depuis le début des manifestations. Au 247e jour de l'invasion russe en Ukraine, l'est du pays, occupé en partie par les troupes russes, s'est achevé. Au total, plus de 70 000 civils auraient déjà fui Kherson, d'après l'administration d'occupation russe. De son côté, l'Ukraine qualifie ces transferts de population de déportation. Valentine Exantius. Après 4 jours, l'évacuation des civils de Kherson, la plus grande ville sous occupation russe, s'est achevée. Sur Telegram, Sergueï Aksionov, le dirigeant de la Crimée, se dit heureux de cette évacuation. Le travail organisant le départ des habitants de la rive droite du fleuve Dnipro vers des régions sûres en Russie est achevé. En marge de ces évacuations, le même jour, Vladimir Poutine a fustigé l'Occident dans un discours devant le club de discussion Valdai à Moscou. Pour lui, l'Occident n'est pas en mesure de diriger le monde. Nous sommes à un moment historique. Nous sommes sans doute face à la décennie la plus dangereuse, la plus importante, la plus imprévisible depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Russie, elle, continue d'accuser l'Ukraine de préparer une bombe sale avec l'aide des États-Unis, au même moment où l'Agence internationale de l'énergie atomique dit vouloir visiter cette semaine 2 sites ukrainiens à la demande de Kiev. Maintenant, ils disent que l'AIEA veut venir vérifier les installations nucléaires de l'Ukraine. Nous sommes pour, et nous devons le faire le plus rapidement possible et le plus largement possible. Parce que nous savons que maintenant, les autorités de Kiev font tout pour brouiller les traces de ces préparatifs. Ils y travaillent. Les accusations de Moscou qui pointent une éventuelle complicité américaine dans la fabrication de cette bombe sale sont rejetées en bloc
par l'ambassadrice américaine à l'ONU. Devant le Conseil de sécurité, elle a répété que les déclarations de Moscou ne sont que pure invention. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Télé Sud et bon week-end à vous.